Je vais présenter mon projet. Donc moi je suis installé, j'ai créé un projet qui s'appelle le Jardin des Sourdans. Il va y avoir peut-être quelques redites parce que je me rends compte que dans le canevas qu'on nous avait demandé pour la présentation, je redis quelques trucs. Voilà, enfin soit. Et c'est intéressant parce que dans la présentation, j'ai mis des choses que j'ai appris aujourd'hui qui étaient des grosses erreurs, notamment par rapport aux engrais verts. Donc c'est super chouette cette journée aujourd'hui. Et je ne serai pas aussi comique que Laurent, hein, ça c'est clair. Voilà. Alors, on va commencer. Hop. Voilà, présentation. Donc, ici, en fait, c'est un projet de maraîchage diversifié en agriculture biologique. J'y tiens beaucoup parce que c'est une bonne garantie du travail qui est réalisé, d'avoir le label bio. Et alors, ça se situe à Rivage, donc c'est à côté de Stavelot, sur la commune de Stavelot, à côté de Malmedy, dans un terroir qui est quand même assez différent d'ici, avec beaucoup plus de précipitations, beaucoup moins de chaleur. Voilà. Alors moi j'ai fait des études en agronomie à l'Arrey, où, entre parenthèses, on ne parle pas beaucoup de maraîchage, de sol vivant en général. Voilà. Et puis après, j'ai eu l'honneur de passer 1 an au crabe pour faire une petite formation. La surface totale qui est cultivée, c'est 2 hectares 65. Là, pas cultivée, mais qui est pour le moment qu'on a comme terrain. Et je vous expliquerai un peu la répartition après. On a une main-d'œuvre de plus ou moins 1,5 équivalent temps plein. Donc voilà, c'est ma femme qui est dans la salle, Noël, et moi, et quelques bénévoles qui viennent donner un coup de main pour assurer la production. Alors, je voulais venir aussi sur un petit point sur la vente. Donc nous, on a fait le choix d'aller sur un type de vente, c'est la vente vraiment en direct. Donc on a travaillé avec des GAC, on a travaillé avec des revendeurs, etc. Mais finalement, c'est vraiment notre solution de dernier recours. On a vraiment développé un point de vente à 3 producteurs. Donc moi, je suis maraîcher. Il y a un collègue qui est producteur de viande et une collègue qui est productrice de fromage. Et donc, on a développé notre point de vente et on essaye de le faire tourner au maximum. Et ça fonctionne bien pour le moment. Bon. Alors, oui, et encore autre chose, au niveau des aspects économiques, ce que je tiens à dire avant de l'oublier, c'est que je suis en couveuse d'entreprise, donc je me suis lancé dans ce projet, d'abord en indépendant complémentaire, et puis en couveuse d'entreprise. Donc ça permet qu'on peut démarrer sans se lancer complètement et d'avoir le besoin de rentabilité immédiat. Voilà. Alors, les motivations MSV, Laurent l'a dit tantôt, c'est une des premières motivations, c'est de travailler en harmonie avec la nature. Moi, c'était surtout parce que je n'avais pas envie de casser tout le travail qui a été fait en dessous du sol. C'est la même manière qu'on travaille, au-dessus du sol, d'être en harmonie aussi, de mettre des haies vives, d'avoir une interaction positive avec la biodiversité. Alors, augmenter l'impact positif de l'activité. Donc, il y a le carbone qui est très important actuellement dans une des crises qu'on vit pour le moment, c'est le changement climatique. Et ça peut paraître un peu utopiste, mais si tout le monde appliquait des principes d'agriculture de conservation, on n'aurait pas besoin de faire des accords climatiques pour essayer de s'en sortir et diminuer nos productions de carbone. Puis alors, il y a aussi une autre chose, c'est concernant l'efficience agronomique. C'est de se dire que moi, je suis dans un terroir où il y a un sol en pente, donc de forte pente, entre 5 et 10%, sur un limon battant, la même chose que Mathieu.
Et donc une nécessité d'essayer d'avoir un sol qui soit vraiment bien couvert, de diminuer l'érosion, voilà. Et aussi un sol qui est plein sud, donc il faut diminuer les arrosages, essayer de diminuer tous ces paramètres-là. Et aussi voilà, l'idée d'essayer de diminuer le temps de désherbage pour la culture. Oui, concernant la fertilisation, l'idée aussi c'est de se dire, voilà, on sait que l'élevage a un impact environnemental assez important, et c'est de se dire, voilà, on va essayer de diminuer la dépendance vis-à-vis de l'élevage dans la fertilisation. Ça, c'est une des motivations importantes. Donc, l'historique de l'installation. Donc, on a eu la chance de trouver un terrain 75 acres en 2014. Et puis alors, j'ai fait appel à un collègue pour qu'il nous fasse un beau semis de seigle à l'automne 2015 pour voilà, démarrer sur l'idée des engrais verts. Et donc, cet engrais vert de seigle, au printemps 2016, ça a été bâché plus ou moins 25 acres, pour plus ou moins 25 acres, et cultivé en légumes directement ce printemps-là. Là, l'engrais vert très jaune qui a été bâché directement, voilà, il a fait son travail. Le reste a été couché. Et donc, ouais, on aura une photo après. Donc, le reste de l'engrais vert, lui, il est arrivé à presque maturité. Donc, il était en fleurs. Et puis alors, il y a un collègue qu'on verra tout à l'heure qui est passé avec son cheval de trait et qui a couché le seigle pour, pour le tuer. Et alors là, il y a eu un bâchage long tout l'été pour tuer la végétation vivace. Donc vraiment dans l'objectif de tuer la végétation vivace et de démarrer la saison suivante avec un sol indemne de vivace. Alors pour 2010, pour cette année maintenant, on a plus ou moins 40 arts de légumes qui sont plantés en plein champ et 5,5 arts de serre. Et donc voilà, donc ça, cette année-ci, on a eu la chance d'acquérir un deuxième terrain. Et là, on a 1 hectare qui est mis en engrais vert, donc maïs, moa et tournesol. Et donc voilà, l'idée de cet engrais vert-là, c'est de faire de la biomasse. Je vais un petit peu regarder à quel moment je vais le détruire maintenant, en fonction des conseils de Laurent. Et alors, il y a un demi-hectare qui est mis en enfouissement de BRF. Donc là, du BRF qui va être répandu sur le sol, incorporé au sol, pour essayer d'augmenter la matière organique. Et quelque chose que j'ai oublié de dire d'entrée, qui est quand même important, c'est qu'on est sur un sol qui a 6,8 de matière organique. Donc c'est un sol qui a tendance très acide, qui a sûrement accumulé pendant de nombreuses années. C'était une ancienne prairie. Donc voilà, tout cet antécédent-là, c'est important de le savoir, par rapport aussi à notre contexte, qui ne va pas du tout être le même que l'exemple de Mathieu qu'on a vu tantôt, qui part sur un sol qui a été travaillé, qui a 1% de matière organique. Voilà. Voilà, donc... Alors... donc, on m'a demandé d'expliquer ce que j'avais retenu de la méthode, enfin ce que je savais de la méthode en quelques mots. Donc en 2 mots, je pense que dans la méthode, on a essayé d'avoir un sol qui est toujours couvert pour garder justement cette diminution de la germination des adventices, pour avoir cette humidité, etc. Tout ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. De remplacer, moi j'aime bien cette image-là, c'est de remplacer le motoculteur par des vers de terre, les engrais verts, toute la vie du sol qui va travailler. Donc ça, c'est vraiment une image que j'aime bien. Et on a déjà parlé tout à l'heure aussi par la présentation de Mathieu, c'est par rapport à la porosité. C'est qu'un motoculteur, il va faire une porosité qui est tout à fait temporaire. Elle va durer 1 an peut-être, ou 1 an et demi, 2 ans au maximum. Tandis que les engrais verts, les vers de terre, mais on voit ici sur la photo, ouais, on ne la voit pas très bien d'ailleurs, sur l'ordinateur, ça donne beaucoup mieux. Mais en fait, on voit vraiment ici, on voit les racines. Donc ça, c'est une motte que j'ai déterrée.
Et on voit vraiment dans un sol qui est bien structuré comme ça, on voit les racines de l'ancien couvert et on voit aussi que la terre est assez grumeleuse. On voit les petits interstices dans lesquels les racines des légumes peuvent pénétrer. Et je trouve que c'était vraiment une belle image pour illustrer ce qu'on cherche à faire en maraîchage sur sol vivant. Alors, moi j'ai l'impression que par rapport à la méthode, il y a un peu deux approches. Donc il y a une approche que Laurent nous a expliquée par rapport aux volants de fertilité, où on essaye de faire croître des engrais verts, on les détruit au bon moment, et alors on profite de la destruction et de la décomposition de ces engrais verts-là pour faire croître progressivement la fertilité du sol dans son système. Et puis alors il y a une autre approche que j'ai plutôt l'impression qui est représentée, que j'ai entendu plusieurs fois dans la bouche de François Mullet, qui lui est sur un autre système où il a amené des apports très massifs de matière organique au départ de son système. Et après, j'ai l'impression que c'est un peu une espèce de réservoir dans lequel il va pouvoir puiser pour avoir une fertilité à long terme. Voilà. Donc c'est la destruction, la dégradation du BRF et des matières organiques qu'il a mis dans son sol qui va lui permettre de tenir sur la longueur. Voilà, ça c'est un petit peu. J'ai l'impression que c'est un peu deux approches différentes. L'idée c'est de reproduire dans cette méthode-ci la manière dont la nature fonctionne, je veux dire naturellement, qui peut engendrer une fertilité, une autofertilité naturellement. Donc les avantages de la méthode, c'est une diminution de la germination des adventices annuelles. Évidemment, ça a été expliqué juste avant par rapport à la levée de dormance de la graine qui est limitée par rapport au sol couvert. Ici, on joue sur une fertilité à long terme. Donc au lieu d'avoir... moi, j'ai l'impression, un peu cette image-là, on va avoir un réservoir, quand on travaille le sol, on a un réservoir d'humus, de matière carbonée dans le sol, on va le travailler, l'oxyder, le minéraliser. Ici, on essaye plutôt de travailler à long terme et de construire la fertilité, d'aggrader le sol. Et la fertilité est plutôt liée alors au carbone, qui est plutôt lié... on entend toujours, sinon il faut ajouter de l'azote dans les systèmes conventionnels, alors qu'ici, on est plutôt dans un système lié au carbone. Et l'avantage, c'est que c'est vraiment la fertilité à long terme. Et c'est un système qui est plus résilient. Donc, on a un système, en cas de sécheresse, en cas d'humidité excessive, on a un système qui est plus résilient, qui va plus tenir aux crises qu'un système qui est un sol qui n'est pas vivant. Voilà. Les inconvénients, on l'a dit tout à l'heure, le sol est plus froid, a tendance à être plus froid. On a les adventices vivaces favorisées, moi je constate ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des palliatifs, il y a des méthodes pour diminuer aussi les adventices vivaces dans ce système-là aussi. Mais en tout cas, c'est une des difficultés dans ce système-ci. Et actuellement, pour moi, en tout cas, dans ma manière de fonctionner, je constate que par rapport à des collègues qui sont en travail du sol, c'est plus exigeant en main-d'œuvre ce que je fais, en tout cas à l'installation, parce qu'au moment où on installe la culture, pour le moment, moi, je suis très, très manuel. Donc, j'ai peu de mécanisation dans mon système. Et donc, il faut planter, il faut alors aller avec son petit plantoir, écarter le paillage, etc. Tandis que quelqu'un qui a son sol nu, il démarre d'un sol qui est déjà libre et peut plus facilement planter que moi qui dois bouger le paillage, etc. Voilà. Donc ça, moi, je constate ça dans mon système. Maintenant, ça dépend de chaque endroit, de chaque personne qui trouve parfois des méthodes intéressantes. Et donc voilà, donc j'ai mis que c'est un inconvénient pour moi actuellement, parce que pour moi, ce sont des choses qui évolueront dans le futur avec l'acquisition de nouveaux outils. On parle des outils qui sont en développement
par le réseau maraîchage sol vivant. J'ai appris plein de choses de l'expérience de Mathieu aujourd'hui. Je vais pouvoir mettre des choses en pratique qui vont me faire gagner du temps. Donc voilà, je pense que comme c'est un système en démarrage, ça prend plus de temps pour le moment. Et voilà, on a parlé du matériel à inventer et à adapter. Là, il y a un petit souci dans la mise en page. Par rapport aux techniques utilisées sur mon projet, il y a différents tests de type de paillage. Donc, il y a ici, cette année, j'ai testé les feuilles qui ont été pré-compostées. Donc ça, c'était intéressant parce que c'est un matériau qui est moins riche en carbone, enfin qui est déjà plus équilibré dans son rapport carbone-azote. Maintenant qu'il y a d'autres inconvénients aussi, la paille, le foin, le BRF, les tontes de pelouse, les engrais verts couchés ou broyés. Donc voilà, chaque type de paillage a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, les tontes de pelouse, ça a été utilisé en primeur dans la serre pour justement, comme Laurent l'expliquait tantôt, pour avoir quelque chose qui se minéralise très rapidement et qui peut se mettre facilement entre les cultures. Donc moi, par exemple, pour venir aux aspects pratiques, donc ce que j'ai fait, c'est j'ai simplement déposé, j'ai des mottes de plants. J'ai déposé, pour certaines cultures, des mottes de plants sur le sol, sans faire de trous, rien du tout. Et puis alors j'ai déposé les tontes de pelouse entre les lignes. Et puis après, il y a un arrosage par aspersion qui vient arroser tout ça. Et donc, c'est quelque chose qui permet de gagner du temps à la plantation de la culture. C'est que la plante, elle trouve le sol, elle va se nourrir dedans. Et voilà, ça permet de gagner beaucoup de temps, ce genre de système-là. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, si vous avez tout compris. Ça va. Alors, il y a ce qui est caché, c'est la débroussailleuse pour couper le paillage. Donc, pour certaines cultures, c'est le cas de la carotte. Là, c'est un petit peu différent de ce que tu fais, Laurent. Donc moi, je mets un semis de paille, paillis de paille. Et puis alors, je passe avec ma débroussailleuse pour couper le paillage. J'écarte, moi, à la main, mais je trouve que ton idée est intéressante avec la pioche. Et puis après, je viens déposer avec un bête semoir les graines sur la ligne. Et puis après, je passe avec du compost, du terreau sur les graines. Et comme ça, elles sont protégées. Le sol est bien à l'obscurité. Et voilà, et la levée se passe très bien comme ça. La majorité du temps, il n'y a pas besoin d'arroser. Il y a tout ce qu'il faut. Alors, oui, par rapport à l'image qui est sur l'écran, c'est un peu dommage parce que on ne voit pas bien. De nouveau, c'est un collègue qui a une pailleuse pour pailler les étables. Et donc, l'idée était de gagner du temps à l'installation des cultures, parce que l'année passée, c'était à la main qu'on a paillé, avec des bottes de paille qu'on déplaçait, qu'on ouvrait et qu'on mettait sur les planches de culture. Mais c'était assez fastidieux. Et donc, l'idée, c'était de gagner du temps à l'installation des cultures. Et donc, là, on met carrément une grosse botte de paille, mais le gros modèle, hein, pas les petites bottes de quelques kilos, dans la pailleuse. Et puis, alors, elle projette la paille à au moins 10 mètres de distance. Donc, c'est assez intéressant. Ce qui est pas évident, c'est le manque de précision. Donc là, on a des endroits où il y a beaucoup de paille qui est accumulée et d'autres endroits où il manque de la paille. Donc, il faut un peu ajuster, repasser après. Voilà. Mais l'idée est intéressante à améliorer encore pour se perfectionner.